faudrait pas croire que l'astrologie mondiale, ce sont les grandes perspectives, les grands panoramas, etc. En réalité, c'est une façon caricaturale de parler de l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale est très comparable à l'astrologie individuelle, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui peuvent se produire à très court terme. Et il y a des situations qui peuvent basculer très rapidement et qui ne durent souvent que peu de temps. Ce sont des fenêtres, ce sont des opportunités qui se présentent et qu'il faut savoir saisir. Donc, c'est un petit peu de la dentelle, l'astrologie mondiale, pour moi. Mais évidemment, l'avantage de l'astrologie mondiale sur l'astrologie individuelle, c'est que les données dont on dispose, ce sont des données que l'on peut connaître, que tout le monde peut connaître. Alors que l'astrologie individuelle, ce sont des données privées. Et faire des travaux scientifiques sur des données privées, ça me paraît une gageure. Hein, donc, je crois que c'est déjà un problème, parce que s'il y a déjà une dimension secrète, complètement subjective, non. Il faut travailler en astrologie, en tout cas chez les gens qui ont une dimension scientifique, qui prétendent en avoir une, il faut travailler sur des données publiques. C'est-à-dire des données qui sont répertoriées dans les archives, qui sont répertoriées dans la presse, bien entendu sur Internet aussi, mais ce sont des données auxquelles tout le monde peut avoir accès, que tout le monde peut vérifier, que tout le monde peut collecter. Voilà le premier point. Deuxièmement, comme j'ai dit, cela demande une grande précision chronologique. C'est ce qui manque notamment, par exemple, aux romans, qui ont toujours une chronologie fantaisiste, par définition. C'est pour ça que la différence entre un astrologue ne devrait jamais lire des romans, puisque la dimension chronologique n'est pas garantie, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Cela dit, il faut apprendre à être précis. Là, je ne suis pas en train de parler de prévision, je parle d'études rétrospectives. La notion de précision est une notion qui est souvent galvaudée en astrologie. Hein. La précision, ça ne consiste pas à indiquer à une heure près quand est-ce qu'un événement va se produire, comme propose même quelqu'un comme Roger Eke. Non, c'est pas de ça dessous dont il s'agit. La précision, c'est la précision dans la chronologie, c'est-à-dire dans la succession des données. Parce que, finalement, non seulement il faut avoir beaucoup de données, deuxièmement, il faut avoir des données publiques, mais troisièmement, il faut avoir des données qui s'échelonnent sur un certain nombre d'années, voire même de décennies, pour valider une méthode, pour valider une théorie, pour valider un modèle. Bon. Alors, quelle est collectée ces données? Évidemment, l'astrologue, en privé, je ne veux pas être méchant, mais au fond, il ne se casse pas trop la tête, puisque c'est son interlocuteur qui est possesseur, qui dispose des données, donc lui, il n'a pas à les collecter, l'astrologue, il n'a pas à collecter ces données. En tout cas, il peut tout au plus prendre note des données que son interlocuteur lui fournit, mais il n'a pas à les chercher, on les lui fournit, dans le meilleur des cas. Ou bien même pas, le client garde ça dans sa tête, il dit oui, c'est ça, etc. Bon, enfin, il ne va pas très loin. Bon. Mais le véritable chercheur, il doit apprendre à chercher, il doit apprendre à collecter les informations. Alors, il est évident que ce qu'on appelle des conférences devant un public, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si c'est un public qui n'est pas formé, qui n'est pas au courant du domaine sur lequel on va s'exprimer. Hein. Par exemple, si je veux travailler sur le XVIIe siècle, et que je veux faire un exposé sur l'astrologie comme mode d'explication de ce qui s'est passé au XVIIe siècle, il vaut mieux que je travaille avec des gens qui connaissent le XVIIe siècle, que des gens qui débarquent et qui, finalement, n'auront comme savoir que le savoir qu'on voudra bien leur donner au cours de la conférence, ce qui est quand même un peu court. Donc,
je suis parfaitement convaincu que l'astrologie, c'est là quelque chose à voir avec la dimension politique, avec la vie politique, avec la vie sociale. Elle doit acquérir un seuil, elle doit atteindre un seuil de précision au niveau des informations. Je répète encore une fois, des informations déjà disponibles. On n'est pas en train de parler du futur. Par définition, il n'y a pas d'informations, ou il y en a très très peu. Et il est évident que l'astrologie, c'est quelque chose qui est nu, et cette nudité, elle va être habillée avec la culture, l'environnement du terrain que l'on considérera. Et ces habillements ne font pas partie du modèle astrologique. De même qu'en psychanalyse, il y a un modèle, il y a des modèles, mais il faut les habiller, il faut les vêtir. Et ça, c'est le rôle du praticien. Le rôle du praticien, en astrologie ou ailleurs, c'est d'habiller le modèle. Ce qui veut dire que le modèle lui-même n'est pas habillé. Et là aussi, il y a des praticiens qui sont paresseux, c'est-à-dire qui sont pressés, si on peut dire, et qui, finalement, ce que j'ai appelé l'autre jour l'astrologie connectée, qui voudrait que le modèle astrologique leur fournisse également, pourquoi pas, les données sur la personne qu'ils vont contacter et sur le lieu. On est dans la géolocalisation, on est dans le GPS, etc. Pas rêver. Donc, collecter les données, les avoir en tête et, dans la mesure du possible, parler à des gens qui connaissent le sujet. Le côté dépaysement, exotisme, on parle de sujets que les gens ne connaissent pas, c'est bien, mais quand on veut faire une démonstration, ça tient pas la route, évidemment. Et bien évidemment, on connaît beaucoup mieux la vie politique dans son propre pays que dans un autre pays. Je veux dire par là que pour arriver à faire un travail sérieux en astrologie mondiale sur d'autres pays que la France, si on est français, et je dis même que même limite les Belges ne connaissent pas forcément très bien la vie politique française, enfin ils la connaissent relativement bien, mais en toute la cause, quelqu'un qui aurait faire une étude astrologique de la vie anglaise, la vie politique anglaise ou la vie politique allemande depuis 50 ans, ce serait un très gros travail, pas d'astrologie, un gros travail de non seulement de rassembler les données, mais de les comprendre, de les intégrer, de les assimiler. C'est pourquoi, effectivement, qu'on le veuille ou non, les astrologues ont toujours tendre à travailler sur les données politiques de leur pays et de leur génération. Il faut avoir un bagage. Il faut avoir un bagage extra-astrologique qui va servir à habiller, comme je disais, le modèle. Et si on n'a pas ce bagage, on travaille un petit peu en vain. Alors, comme je le disais, je vais maintenant passer à mon système, l'astrologie selon Saturne. Nous avons un système qui divise globalement en 8, ce que j'ai appelé à un certain moment, l'astrocyclon, en 8 la révolution de Saturne de 28 ans. Ce qui donne à peu près des temps forts tous les 3 ans et demi. Je dis bien des temps forts tous les 3 ans et demi parce que il y a un débat pour savoir s'il y a des temps intermédiaires ou pas. Voyez-vous, venir des temps. Bon, c'est un peu comme pour les maisons astrologiques. Voilà. Il y a des points, des cuspides qui sont forts, et puis plus on s'éloigne, moins c'est évident. Et là, c'est différent, parce que dans mon système, il y a la conjonction, qui est un phénomène astronomique précis, et puis, il y a ce que j'appelle la séparation maintenant. Alors, la séparation, ce n'est pas une position planétaire précise. Alors, évidemment, on peut dire, si on veut, que c'est un aspect de semi-carré, d'opposition, etc. Mais néanmoins, c'est une abstraction, n'est-ce pas? Dès qu'on n'est plus dans la conjonction, on est dans l'abstraction. Et les aspects, c'est une abstraction. La conjonction, c'est le seul facteur qui soit réellement visible. Alors moi, effectivement, j'ai dit qu'on peut faire des compromis,
sur le plan rhétorique en disant que oui, quand on voit une planète qui est au mi-point entre deux points fixes, bon, ça fait sens. Mais pour cela, encore faut-il avoir des points fixes. Et en astrologie, actuellement, on n'a pas de point fixe. Dans le ciel, on n'a pas de point fixe. On a une planète qui, à un moment donné, à tel endroit, une autre planète qui est à un autre endroit. Bon, mais tout ça, ça bouge. En revanche, si on utilise des étoiles fixes, royales, les 4 étoiles fixes royales, on a des points fixes. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, c'est des étoiles bibliques, de toute façon, elles ne bougent pas. Donc je peux dire, voilà, il y a telle planète qui est là, et qui se trouve au mi-point de deux points fixes que je vois. C'est-à-dire qu'il y a une visualisation. Il y a un triangle que je vois réellement. C'est pas une abstraction. Je vois telle planète, Saturne notamment, qui est à tel endroit, au mi-point de deux étoiles fixes, qui sont toujours là, qui ne bougent pas. Ce qui n'est pas non plus le cas des rapports Soleil-Lune, où le Soleil, qui peut revenir, qui peut effectivement servir chaque fois de nouvelles balises 12 fois par an, n'empêche qu'il n'est pas fixe. On a besoin d'une dialectique fixité-mobilité. Et ça, l'astrologie l'a perdu depuis déjà très 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 longtemps. On peut dire que dès qu'elle a abandonné les étoiles fixes au niveau de l'astrologie mondiale, et on peut dire qu'à partir de l'an 1000, à peu près, à l'époque de Abu Mazar, vers 900, etc., l'astrologie mondiale ne s'est plus embarrassée des étoiles fixes. Voilà. Donc ça fait plus de 1000 ans qu'on est dans cette situation. Et puis il y a des choses qu'on pourrait remonter. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que depuis 1000 ans, dans la littérature astrologique, on ne nous parle pas de combinaison entre planètes et étoiles. On nous parle de combinaison entre planètes et zodiaques, mais c'est quand même pas la même chose. Quoique, on pourrait y voir une sorte de substitut aux étoiles fixes. Bon, je ne rentrerai pas dans le débat pour l'instant. Je l'ai déjà fait dans d'autres interventions. Ce que je veux dire ici, mes chers amis, c'est que on n'est pas dans l'astrologie mondiale, c'est quelque chose de très fin. C'est ce que j'appelais de la dentelle. Hein, c'est pas au jour le jour, mais ça peut bouger très très rapidement. Et donc, c'est ça qui fait tout l'intérêt de l'astrologie, c'est justement cette rapidité des choses. Parce que quelqu'un qui fait l'astrologie comme M. Jourdain sans le savoir, parce qu'on fait tous de l'astrologie sans le savoir, parce que l'astrologie elle est en nous, en tant que phénomène, pas en tant que savoir. Il finit par comprendre que certaines choses sont en train de bouger. Mais quand il le comprend, c'est trop tard. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Il vaut mieux savoir à l'avance quand quelque chose va commencer à se présenter que d'être spectateur de quelque chose et se dire ah oui tiens il est en train de se passer quelque chose. C'est un peu tard. Donc vous comprenez bien que celui qui a su anticiper une configuration, il a un avantage stratégique majeur sur celui qui ne l'aura compris que plus tard, avec un décalage. Il va donc être dépassé par les événements. En tout cas, il n'aura pas eu la préparation, il n'aura pas pris les mesures, si tant est qu'il y a un adversaire en face de lui, qui soit au courant. Et là, justement, c'est intéressant. Si l'astrologie se développe, aujourd'hui, on est tous un petit peu des aveugles et des paralytiques, donc il n'y a pas de problème. De toute façon, personne ne comprend rien, y compris les astrologues. Donc on ne comprend rien, donc on vit les choses, et puis on se aperçoit, tiens, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, ou qui commence à fonctionner, etc. Et c'est souvent, on perd beaucoup de temps, parce que voilà, il y a beaucoup de déchets, puisqu'on n'a pas vu les choses au moment où elles devaient se produire, où elles commençaient à se produire. Mais le jour où il y aura des politologues, des hommes de gouvernement, qui auront compris, qui auront été briefés en ce qui concerne les véritables cycles, eh bien eux, ils auront un avantage majeur sur ceux qui ne l'auront pas été. Et c'est ça qui devient intéressant. L'échec de l'astrologie, la preuve de l'échec de l'astrologie depuis un siècle, c'est que
au fond, les historiens se foutent totalement de l'astrologie, les hommes politiques se foutent totalement de l'astrologie, et par conséquent, il n'y en a pas un seul qui s'est dit, voilà, je vais faire ça, et j'aurai un avantage sur les autres. Donc il faut bien reconnaître les choses, il y a une déconfiture de l'astrologie, parce que, contrairement à ce qu'on croit, l'astrologie, elle sera validée le jour, non pas où il y aura des clients qui continueront à aller consulter en secret et avec des connaissances dont on a dit tout à l'heure qu'elles étaient complètement privées, et donc invérifiables, euh, le jour où il y aura effectivement euh, des gens qui auront un modèle vraiment valable, eh bien vous verrez que ça ne sera pas indifférent le monde. Les gens ne sont pas idiots. Si on leur propose un produit qui est performant, ils le prennent. Il ne faut pas croire qu'ils ont des préjugés, etc. Moi, je suis confiant dans l'idée que si mon modèle est valable, il va intéresser des historiens qui voudront avoir une grille de lecture de la période qu'ils étudient. Ils vont intéresser des politiciens qui voudront aujourd'hui préparer les choses et comprendre les choses. Voilà. Bon, tant que ce n'est pas le cas, ça veut dire que le système n'est pas au point. Voilà mon point de vue.